Habiter ici et le monde. On y parle d'architecture, d'espace urbain et du paysage. De celles et ceux qui y habitent, de celles et ceux qui y travaillent. Des interrelations qui s'y nouent. D'un horizon soutenable pour habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Anthropocène. L'émission Habiter ici et le monde consacre 7 épisodes à l'exploration de la question de la transformation urbaine et architecturale à partir de projets et réalisations de l'agence Looking for Architecture au croisement des enjeux à relever aujourd'hui. Ces 7 numéros font partie intégrante d'un processus éditorial, un livre édité par les éditions 205 et Cité Anthropocène et qui sortira dans toutes les bonnes librairies fin février 2025. Construire reste le standard dans le monde de l'architecture, mais nous savons que le secteur de la construction et le fonctionnement des édifices sont à l'origine de près d'un cinquième des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, consomment des matières premières ou transformées qui ne sont pas renouvelables et sont la source de multiples pollutions. En réponse, une des voies ne serait-elle pas celle de s'emparer du déjà là, réimaginer, projeter de nouveaux usages, trouver des solutions, faire la démonstration de l'agilité. Conscient de nos interdépendances, il s'agit maintenant de coopérer. Cet épisode transformé est né du projet de la base 217, une base aéroportée militaire de 750 hectares au sud de Paris, qui a fonctionné de 1938 à 2012 et dont 300 hectares font l'objet d'une vaste opération de reconversion associant industrie, agriculture biologique et événements culturels grand format. Habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau 8 invités. Bonjour à tous. La SPL R217, autrement dit la maîtrise d'ouvrage déléguée de la base 217, avec Arnaud Trécourt, Alain Guérard et Olivier Guittard. Les urbanistes et paysagistes du projet, Caroline Poulain et Hugo Bertrand pour l'AUC, Nicolas Bonenfant pour Coloco, et enfin les architectes Antoine Trollat et Laurent Grabert de LFA qui ont réalisé 2 projets du site modulaire dédié aux entreprises et acteurs de la filière drone, livré en 2021, et Béarn, dans lequel nous sommes, la maison de projet livrée il y a quelques mois tout juste. Donc ça sent encore le bois, et d'ailleurs le feu brûle. Mais un feu qui nous réchauffe et non pas qui nous met en danger. Je vais commencer par la maîtrise d'ouvrage déléguée, la SPL R217, avant de zoomer sur les projets dont je viens de parler, modulaire et Béarn. Arnaud Trécourt, Alain Guérard, avec la fermeture de la base militaire en 2012, ce sont environ 2000 emplois militaires et civils directs et indirects qui disparaissent. L'objectif initial, j'imagine, de la reconversion du site, qui est énorme, 300 hectares, était aussi une question d'emploi, une question de création d'emplois. Donc, comment cette question a été réfléchie et mise en œuvre avec cet objectif un peu complexe d'aller vers une programmation qui devait être à la fois industrielle et productive et publique et événementielle? Bon, je vais essayer de... Arnaud Trécourt. Je vais essayer de répondre un peu à l'ensemble de ces questions. Je laisserai Alain plutôt sur la partie aménagement plan guide de la base. Je vais revenir sur un élément déterminant, c'est que traditionnellement ce territoire était un territoire non vécu par les habitants puisque c'était une base aérienne. Donc c'est la base de la base, mais ça veut dire que dans tous les scopes de la planification régionale, dans la stratégie métropolitaine de l'Île-de-France, à aucun moment ce territoire n'apparaît. À aucun moment il est identifié. À aucun moment, donc c'est un espèce soit de nappe blanche, soit de trou noir. De zone grise. De zone grise. Et c'est un élément qui est, me semble-t-il, totalement déterminant, puisque le développement de la base depuis quelques années vient restructurer un peu les rapports des différents pôles métropolitains qui se situent en Essonne. Traditionnellement, il y avait 3. Il y a Orly, au nord, plateforme aéroportuaire, beaucoup d'emplois, beaucoup d'imagerie, beaucoup de symboles autour de tout ça. Il y a la ville nouvelle d'Évry, ex-ville nouvelle d'Évry,
qui a été le début de la planification, la suite de la planification dans les années 70 du schéma directeur urbain de la région Île-de-France, inspiré par Paul Delouvrier, quand De Gaulle lui avait demandé de mettre de l'ordre dans tout ça. Et le plateau de Saclay, espèce d'arlésienne bien connue, puisque quand je dis arlésienne, aujourd'hui un peu moins, mais pendant très très longtemps, tous les désirs de l'État se sont joués sur ce espèce de vaste plateau de plus de 1000 hectares, et sur lesquels peinaient à se développer un certain nombre d'activités. Je dis ça parce que quand vous héritez d'une base comme celle-ci, qui fait 300 hectares, qu'une petite collectivité alors qui s'appelait encore le Val d'Orge, qui était une entité qui faisait 123 000 habitants, et qu'elle refuse de passer au gigantisme de la loi MAPTAM et de refuser d'aller sur des territoires beaucoup plus vastes qui avoisinent les 500 000 à peu près, comme on est aujourd'hui structuré en Île-de-France. Le choix de cette espèce de modestie, d'humilité par rapport au développement urbain, et tout en héritant d'un territoire XXL en Île-de-France, c'est un antagonisme gigantesque à gérer par des élus qui ont toujours été sourcilleux de leur liberté. C'est-à-dire que ce territoire-là dans lequel nous nous trouvons, qui est certes posé sur les communes de Brétigny et de Plessis-Pathé, mais plus largement sur cette espèce d'entre-deux de l'Essonne, entre les deux rivières que sont l'Orge et la Seine, enfin le fleuve la Seine, c'est un territoire qui s'est construit à rebours de toute la planification urbaine et de la volonté d'affirmer une forme de gigantisme planificateur de l'État. Et donc, souvent dans des luttes intestines, picrocolines parfois un petit peu, où cette liberté voulait s'assumer. Donc vous récupérez cette base de 300 hectares, et là, vous ne jouez plus dans la même cour. Parce que vous héritez à la fois des potentiels, de la pression, et vous héritez de plein de sujets que vous ne savez pas gérer, en fait. Et donc, l'équipe qui a été constituée à cette époque-là était une toute petite équipe de 2 personnes et demie, dont Alain est peut-être le plus ancien représentant. Très vite, une confiance absolue s'est nouée avec l'urbaniste qui allait devenir l'urbaniste en chef, puisqu'il y a 3 équipes d'urbanistes qui ont bossé sur ce sujet pendant 3 ans, jusqu'à ce que, au final, l'AIC soit désigné comme le maître d'œuvre sur plus de 15 ans du projet. Une grande confiance à l'époque, et ils n'avaient pas le Grand Prix de l'urbanisme. On était sur un certain nombre de sujets déjà un peu touchy, parce qu'on cherchait à être vraiment avec des gens de confiance. Et donc on s'est dit on veut pas planifier. On sait pas planifier. Et nos élus nous disaient, alors dans leurs termes, c'est-à-dire qu'on en a marre de mentir et de raconter des trucs aux gens qui ne se... Enfin, on veut pas de ça. On veut pas raconter des histoires qui ne se déroulent pas. Oui, mais alors justement, dans cette proposition de vivre en incertitude là, que vous leur proposez, sur des temporalités qui ne sont pas celles des élus, parce qu'en fait, il y a cette chose-là intéressante. Vous savez d'ores et déjà que c'est un projet au long cours. Vous dites 15 ans avec l'AUC, et de toute façon, sur cette échelle de territoire, Mais tout ça, c'est au-delà de l'échelle temporelle des mandats des élus. Donc comment ils vivent ça, eux ? Parce qu'entre l'incertitude et le fait que ça dépasse leur propre mandat, qu'en gros, ils vont lancer quelque chose qu'ils ne vont jamais inaugurer. Malheureusement, la psychologie domine ce monde, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, qu'on monte, qu'on descende, qu'on raconte des histoires ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça va très très vite. C'est ce que j'essaie d'expliquer en aparté tout à l'heure, c'est-à-dire que le temps de l'aménagement peut être extrêmement long, une ville se construit sur 200, 300, 1000 ans, etc. Donc il faut avoir cette humilité-là, tout simplement. Mais en même temps, la base coche beaucoup de cases en Île-de-France et rencontre beaucoup de possibilités qu'on croyait extrêmement ténues au départ, puisqu'on ne pouvait plus faire de commerce. Il y a tellement de commerce dans le coin que c'est pléthorique. Pas faire de logement non plus, puisque c'était pas le souhait des élus. On avait des migrations pendulaires qui font que aujourd'hui les gens, 40% des gens qui habitent sur ces territoires vont bosser ailleurs, et notamment dans le cœur dense aggloméré de l'Île-de-France, ce qui n'est pas rien au quotidien. Que troisièmement, c'était compliqué parce qu'on commençait à expliquer que la logistique c'était très compliqué, donc il fallait inventer un truc dans lequel tout le monde se serrait un peu les coudes.
Tout le monde était entre les technos que nous étions, les élus, le projet politique et l'ingénierie qu'on commençait à mettre en place. Il fallait se donner confiance et se dire qu'on allait y arriver. Donc c'est comme ça qu'on y va. Et les premiers succès font que vous commencez à prendre un peu confiance en vous. Et ces premiers succès arrivent à partir de 2017-2018. Et à partir de 2017, vous avez 3 éléments forts qui nous donnent une figure urbaine totalement inédite, même en Ile-de-France, qui est du e-commerce XXL avec Amazon. Voilà, 4000 emplois. Vous avez le Download Festival qui arrive à la même période, c'est totalement contemporain. Plus de 100 000 festivaliers sur 3 jours, 120 000, ouais. Et puis, un truc qu'on a porté, que j'ai porté personnellement, vraiment pour le coup, avec le groupe SOS de Borello, qui est les fermes d'avenir, qui est le projet de la ferme de l'Envol, qui est une ferme agroécologique sur 80 hectares. Vous secouez tout ça, et vous commencez à créer les éléments de la confiance, de dire que finalement, vous n'êtes pas si petit que ça, que finalement, si vous êtes discret, que vous n'êtes pas observé par qui que ce soit, c'est pas très grave. Que ça demande beaucoup d'argent pour développer ces projets-là, beaucoup d'investissement de la part de la collectivité, mais qu'en même temps, comme on est petit, comme on est resté finalement à cette période-là, on arrive quasiment avec l'équipe actuelle, on est 7, articulé extrêmement finement avec l'agglo, parce qu'on déporte nos ingénieries réciproques pour arriver à développer le projet. Et puis surtout qu'on ouvre un peu les horizons, c'est-à-dire qu'on va chercher, entre guillemets, des inspirations un peu ailleurs que sur notre territoire. D'où la présence significative des Lyonnais autour de cette table, qui font qu'à un moment donné, on pousse un peu les murs de ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas rester dans notre territoire. Pour autant, on est petit, pour autant, on est modeste, pour autant, on n'a pas envie de... Voilà. Et puis les choses s'écrivent après, avec une dynamique extrêmement forte. Extrêmement forte, parce que 17, 18, 19, pour nous, c'est gigantesque. On n'arrive pas... C'est 44 hectares de développement. C'est une ferme agroécologique qui sort, c'est un festival, etc. Et puis donc c'est des promesses d'avenir. Ça vient challenger on en parlera, mais le plan guide d'aménagement produit par l'AUC, qui à chaque fois a su nous accompagner sur ce sujet-là, instiller aussi, impulser des idées nouvelles dans lesquelles on pouvait jouer avec une matrice qui était une matrice non définie, souple et agile. Je vous remercie. Alain Guérard, vous qui êtes là depuis plus longtemps, dans cet immense lieu qui a des airs de Tempelhof. En tout cas, c'est ce à quoi j'ai pensé quand je suis arrivée, parce que forcément, un aéroport, plutôt une base aéroportée qui n'est plus et qui se pose des questions. Moi, j'ai pensé à Tempelhof. Dites-moi. Oui, c'est plus qu'une image, c'est un beau projet. Ouais. Effectivement, c'est un grand territoire. Si on repart du contexte, effectivement, qui est effectivement la question de l'emploi qui était au cœur du sujet, parce que ce territoire-là, de façon plus large, l'agglomération qui est en grande couronne, est plutôt en déficit d'emploi par rapport au logement. Donc il y a ce rééquilibrage. Donc le point de départ, c'est un peu ça. Donc on a structuré les choses, si je reprends un peu le processus pour arriver sur Tempelhof. Sur le processus, c'est un contrat au départ, ce qu'on appelle un CRSD, un contrat de redynamisation de site défense, qui a fixé justement clairement avec l'État l'objectif de créer de l'activité économique. Mais derrière ça, et ça c'est une volonté plutôt locale avec les élus, donc il y a eu la création de la SPL, parce que les élus ont voulu prendre la main là-dessus. Ils ont créé l'outil SPL, et l'idée derrière, c'est vraiment aussi de créer de l'emploi, mais avec un emploi qui soit une destination, qui ne soit pas un emploi juste qu'on peut trouver. C'est un lieu qui est une destination sur lequel il va se passer des choses, notamment, et c'est on arrive aujourd'hui à démontrer, mais il reste aussi beaucoup de choses à faire, tout l'aspect culturel du projet, on en reparlera, qui fait que c'est une destination, c'est pas juste un lieu où finalement on consomme et on part, c'est un lieu de destination, et donc du coup, les choses sont structurées sur le plan de l'aménagement avec un plan guide, en fait. C'est vrai qu'on a fait au début bosser 3 équipes d'archi du Grand Paris, et on a retenu l'AUC. Et ce plan guide, en fait, il fixe l'ambition du projet, l'ambition politique du projet. Je ne peux pas la résumer en une phrase, mais grosso modo, c'est l'idée quand même de dire on peut faire de la croissance, on peut faire un lieu de destination attractif, en étant un lieu qui soit aussi très, très respectueux et très structuré autour de l'écologie et autour de la nature, en fait. Ça, c'est vraiment un point fondamental du projet qu'on développe. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même 10 ans après, on aurait pu vendre très largement tous les terrains. On dit plutôt non que oui, en principe, quand les gens viennent.
Par contre, sur lequel on est attaché et ce que les élus souhaitent, c'est que ce projet ait cet équilibre-là et qu'on retrouve cette qualité, alors qualité de vie. Alors après, tout ça se décline évidemment sur chacune des opérations. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est très important, c'est que le plan guide, ça a été un outil donc fabriqué avec l'AUC et avec les élus pour justement fixer cette ambition de ce projet. Et alors après, dans le plan guide, il y a effectivement cette question de la transition écologique, qui est un point vraiment important, qui a démontré comment on accompagne, comment on aménage aujourd'hui par rapport aux enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui. Et la question du vivant, qui est évidemment très, très, très prégnante, qu'on a consolidé notamment avec Coloco, qui est venu paysagiste et qui nous a aidé aussi sur ces questions-là. Et puis, c'est aussi un lieu finalement de laboratoire. Et d'ailleurs, quand on va parler de ce qu'a fait Laurent Graber et l'équipe LFA là-dessus, ça contribue aussi à montrer, essayer en tout cas, des choses, pas nouvelles pour qu'elles soient nouvelles, mais voir comment on peut aborder les choses différemment. Donc on parle beaucoup de laboratoire, de nouvelles pratiques. Bon, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant aussi pour le territoire, c'est que cette base qui fait 300 hectares, en fait, finalement, sur les choses qu'on fait ici, on pourrait parler de plein de sujets, ce qui marche peut être dupliqué. C'est un peu l'idée. Là, par exemple, le sujet de l'agriculture biologique avec Ferme de l'Envol, qui est un sujet quand même extrêmement d'actualité, la question agricole. En fait, ce sujet-là qui est ici, l'idée, c'est de le dupliquer, justement. Donc, tous les sujets sont à peu près sur ça. Un autre exemple, le patrimoine, par exemple. Là, ici, on est dans un bâtiment qui était un bâtiment de l'armée qui était désaffecté. L'idée, ça a été, on aurait pu le déconstruire, a été de faire avec ce qui existait. Voilà, on a plein de cas comme ça. Les pistes d'avion, notre exemple très concret. On a des pistes d'avion qui sont totalement évidemment perméables. On a des caniveaux qui sont des ouvrages assez importants. Et en fait, on aurait pu aussi tout démolir. On les récupère pour retrouver un nouveau cycle de l'eau. Voilà. Là, je cite un peu comme ça les exemples. Donc, l'idée, c'est un peu ça. L'objectif, c'est faire avec. Et effectivement, le cœur du projet sur le plan de l'aménagement, là, pour le coup, physiquement, c'est quoi ? C'est 2 pistes d'avion avec une grande prairie centrale qui a la capacité, effectivement, de générer des événements culturels de taille vraiment XXL. Ça, c'est donc un lieu de destination qui se rapproche plus ou moins de Tempelhof, mais c'est un lieu de vie en fait. C'est un lieu de vie et ça on y est attaché. Et c'est quelque chose qu'on a engagé, qui marche, qu'il faut structurer, consolider avec le temps. Oui, je vous remercie, parce que ce qui est frappant, à part peut-être pendant les grandes messes qui accueillent 100 000 personnes, c'est qu'il y a sûrement plus de non-humains que d'humains sur ces 300 hectares. Et je pense que c'est une donnée importante du projet. Caroline Poulain, Hugo Bertrand, donc de l'agence l'AUC, plusieurs l'ont évoqué, la SPL vient de l'évoquer, cette question du plan guide sur lequel vous travaillez depuis plus de 10 ans, je crois. Donc, vous êtes chez vous un peu ici quand même, j'imagine. En fait, que reste-t-il de l'esprit des lieux quand vous le parcourez la première fois ? Parce que je n'imagine pas que vous étiez venu avant. En fait, l'esprit... Enfin, je pense que tout l'enjeu du plan guide, c'est de tenter d'abîmer le moins possible, ou en tout cas d'être extrêmement vigilant sur le paysage qui nous était offert dès le départ. Le paysage au sens très large, donc je pense que Coloco reviendra sur la question du vivant. Mais par exemple, pour moi, ici, le paysage, ce qui m'a toujours le plus impressionné, c'est le ciel. En fait, il n'y a que du ciel. Donc, comment faire un projet parce qu'on savait qu'effectivement, il y avait cet enjeu qui a bien été rappelé de transformer ceci, d'amener de l'emploi et d'amener différents types de programmes. Mais voilà, la question, c'est la question du ciel qui est immense ici. Et là, on s'est dit, peut-être, c'est parce que c'est la piste, c'est l'aéroport. Oui, ça sûrement, mais en fait, c'est seulement après qu'on a compris qu'en fait, ici, on est sur une ligne de crête. Donc, c'est pas, à mon avis, c'est pas par hasard d'ailleurs que cet aéroport s'est implanté là. Donc, en fait, c'est vrai que du coup, même si ça semble un territoire
plat comme ça, mais en fait, on est sur une ligne de crête. Donc, on est tout le temps dans le ciel. Voilà. Donc, en fait, ça, je pense que c'est vraiment la force du lieu. Elle est vraiment là. Et parfois, d'ailleurs, ça fait partie de nos débats avec Colocope, c'est que, du coup, des fois, presque, t'as envie de dire, mais il faut pas trop planter non plus. Alors, évidemment, des bâtiments, ils sont encore plus visibles, mais même à des moments, où planter, comment planter, dans quelle direction, parce que, voilà, je pense que, voilà, l'élément le plus important à préserver, c'est le ciel. La deuxième chose, c'est que, évidemment, ce qui nous a touchés instantanément, c'est la force de la piste, mais aussi, adossé à cette piste, toutes ces petites architectures, voilà, dans lesquelles on est aujourd'hui. Donc, il y a aussi cette association d'éléments qui sont gigantesques, et aussi de tout petits éléments qui étaient liés aux divers fonctionnements du site, aux différentes époques. Et c'est ça qui est magique, et c'est ça qu'un plan doit savoir agencer. C'est à la fois une échelle qui est, voilà, on va dire 300 hectares. À des moments, on dit, la ferme de l'Envol, allez Hugo, vas-y, 80 hectares par là, ou 60, voilà. Donc c'est savoir articuler ces différentes échelles, et tout en toujours se basant. C'est pour ça que le plan, il a toujours su se retomber sur ses pieds ou se réarticuler, parce qu'en fait, nous, on s'appuie que sur ce qu'on voit, en fait, et que sur ce qui est là. Donc en fait, notre travail, il est plus un travail d'accompagnement que d'aménagement. Nous, on les accompagne, on en discute. Le plan, en fait, il peut évoluer à l'infini tant qu'il ne touche pas au potentiel et à la force de la base. Alors, toucher au ciel, ça va être compliqué. Ça peut être un absolu, mais ça va être compliqué. En effet, on est sur un paysage, pour ceux qui ne connaissent pas le site, où le ciel prend les 3/4, j'allais dire, de notre espace visuel, de ce qu'on a dans le champ du regard. Il y a quelque chose pour moi qui ne suis pas du tout de cette région, un truc un peu atlantique, même si on n'est pas atlantique totalement quand même, mais quand même Atlantique ou baie de Somme, vous voyez, ce genre de paysage. Un peu du nord, quoi. Pour moi, c'est un peu le nord. En plus, aujourd'hui, on a un ciel gris avec des nuances de gris assez belles. Donc, ce ciel, on ne le touche pas. Donc, on a un sol. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est un sol qui paraît immense, un sol qui est très bitumé, puisqu'il y avait des pistes pour les avions, bien sûr, mais qui est percé, qui est perforé, parce que la végétation prend toujours ses droits. Elle reprend. S'il y a un petit interstice, s'il y a un oiseau qui est passé par là, si on les a pas encore tous tués, il y a un moment, les graines vont voilà. Mais c'est pas des grandes espèces. On n'est pas sur une forêt avec des arbres de 30 mètres, voire plus. Donc c'est ça le potentiel. Et on a cette constellation un peu sur les bords de petits bâtiments comme celui dans lequel on est. C'est des petites choses dans ce grand paysage et dans ce grand ciel. Donc, in fine, Caroline Poulain, c'était quoi la bonne question à se poser quand on arrive sur un site comme ça, qu'on a un peu de temps, qu'on voit qu'il y a un potentiel de transformation, mais qu'avec prudence, on regarde et que les choses peuvent se modifier et qu'il faut rester plastique. Donc, en tant qu'architecte urbaniste, à regarder avec d'autres, bien sûr, Hugo Bertrand, bien sûr, vous pouvez intervenir, c'est quoi la bonne question à se poser ? Enfin, pour moi, la seule question à se poser, c'est que chaque fois qu'on fait quelque chose, on ne bloque pas le potentiel qui est là. C'est-à-dire, donc c'est être attentif à ce que la force de ce qui est de l'existant et la force de la matière qu'on peut à des moments venir oui, parce que pour le moment il y a eu quand même relativement peu de construction, mais c'est vrai que ça peut arriver. C'est que les choses soient au bon endroit sans
bloquer le potentiel, le coup d'après, en fait. Et comme on essaie d'être sur... comment dire ? On n'est pas sur un plan inflexible, on est exactement à l'inverse de comment on aménage aujourd'hui en France, voire ailleurs. Donc, parce qu'on n'est pas dans une ZAC, on n'a pas prédéfini des forces. Alors, il y a quelques structures qui se posent au fur et à mesure. C'est là où faut être attentif à pas se bloquer pour le coup d'après. Mais on n'a pas décidé de faire un grand plan et puis ça y est, on met en place l'un après l'autre les lots, etc. Là, on est dans des choses beaucoup plus mouvantes mais en même temps, je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait intitulé à l'époque laboratoire des nouvelles pratiques. C'est que pour nous, c'est une manière de faire l'urbanisme qui nous intéresse. À vous entendre, je comprends très bien pourquoi ça marche très bien avec la SPL, parce que Arnaud Trécourt disait, je ne sais pas si c'est au micro ou c'était avant, que la grande planification gaulienne, je pensais à ces moments-là, mais qui s'est tant poursuivi, où on a le sentiment qu'on maîtrise les choses et on va pouvoir les mener au bout. Tambour battant, c'était un peu fini, en tout cas, c'était pas le désir. Non, pour nous, c'était vraiment pas le désir, mais c'était d'abord un désir d'humilité, parce que on n'a pas. Moi, je prétends aujourd'hui que nous ne sommes pas aménageurs. Voilà, je le dis classique, c'est-à-dire je considère que la SPL est un outil. La société publique locale est un outil au service du projet et qui doit être aussi souple que le plan guide l'est pour l'urbanisme ou pour le développement de ce territoire. Et donc la SPL, c'est une forme de caractère très mutant. Vous prenez, vous dites bon voilà, nous on veut développer des projets qui élargissent les horizons. Voilà. Et ce qu'on porte auprès de nos élus, c'est ça. Élargir les horizons, c'est de dire que rien n'est fini. Vous m'avez posé la question tout à l'heure en marge en me disant, je veux dire, voilà, moi je considère que il y a jamais de fin finalement, il y a jamais de fin, et sauf à l'écrire, à décider qu'il y a une fin, mais moi je considère qu'il n'y a pas de fin. Donc on est il n'y a pas de début. Voilà, on est juste au milieu d'un truc, comme des petits bouchons sur la flotte là qui se baladent un peu comme ça. Mais par contre, on avait des désirs de partager ça avec des gens de qualité, et des gens avec qui on avait envie de bosser. Et ça, c'est ce que vous rappeliez là dans l'invite que vous me faites à parler de la qualité des relations qu'on a avec ces grands professionnels que sont l'AUC, que sont Coloco, que sont d'autres, que sont Antoine et Laurent et l'équipe sur ces différents sujets. Pour nous, c'était d'abord et avant tout partager ces moments où on est les héritiers de quelque chose qui nous dépasse. Tout simplement. Et vous savez, pendant le Covid, on fait une réunion avec les collègues. Là, on est trois dans une pièce. Et on sait qu'à l'issue de cette réunion, on va faire venir la fête de l'humanité. Vous voyez, quand vous avez 3 ans après, la fête de l'humanité, c'est 400 000 personnes qui viennent. Où vous avez ce bâtiment dans lequel on est, qui est parcouru par des gens qui reviendront peut-être jamais, qui sont peut-être pas là, des médecins, vous vous dites mais c'est fou. Donc en fait, on est aussi l'accompagnateur de la puissance du lieu. Voilà, c'est ce qu'il y a. Et on aime à dire que par contre, on veut bosser avec les gens qu'on apprécie, qu'on aime et qu'on admire. Voilà. Si je peux ajouter, ou peut-être Hugo, tu peux le raconter, l'expérience au début de la ferme de l'Envol. Les agriculteurs, ils venaient à l'AUC. Si tu veux en dire un mot, c'est... Non, on a beaucoup travaillé avec les agriculteurs. On a beaucoup travaillé avec les agriculteurs, donc ils sont venus à l'agence travailler avec nous autour de maquettes. Mais ils sont combien les agriculteurs ? Ils étaient 3-4. Un peu plus aujourd'hui. En toute l'équipe fait peut-être. Ouais, ils sont aujourd'hui aux alentours de 13 ETP, c'était l'objectif. Mais le noyau qui venait nous voir, ils étaient 4 à arriver avec leur moto. Ouais. Ce qu'il y a d'important, c'est que, il y a vraiment une stratégie d'accueil, à la fois de professionnels pour les laisser s'exprimer, à la fois du vivant, à la fois de toutes les opportunités de programmation
qui ont tendance un peu à flotter à l'échelle de la France, voire à l'international, et qui cherchent des lieux exceptionnels pour atterrir. Et en fait, le fait de conserver cette ouverture générale d'un plan guide très ouvert, d'une maîtrise d'ouvrage assez éclairée et assez open d'un point de vue de ce qu'elle veut faire, ça permet finalement de donner des bonnes conditions d'accueil à des programmes qui sont nouveaux, innovateurs, émergents, et du coup de favoriser l'apparition de nouvelles pratiques. Et c'est vraiment ça, si on avait à résumer l'ensemble, d'un point de vue du vivant, c'est évident, d'un point de vue des stratégies d'accueil qu'on a pu mettre en place pour que le vivant s'installe sur la base. Mais c'est général, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose. Ils vont chercher des gens, ils les invitent à venir collaborer à l'élaboration de ce projet global. Alors justement, Nicolas Bonenfant, donc, vous venez d'intervenir, Agence Coloco. Justement, quel est l'écosystème en présence quand vous arrivez sur site, et donc quelles sont les ambitions du projet qui vous sont communiquées en termes justement de biodiversité? Nous, la commande, c'est vraiment de créer des continuités écologiques qui étaient composées spatialement, on va dire structurées. Il y avait une composition à laquelle on a complètement adhéré et on a travaillé avec l'AUC là-dessus, qui vraiment compose et dont le but est de préserver l'ouverture sur le grand paysage. L'énorme perspective fait presque la taille du Grand Canal à Versailles, c'est-à-dire la non-modification jusqu'à la limite presque du regard. L'ouverture sur le plateau agricole, on est en fin d'agglomération, et à partir de là, on commence à voir le plateau agricole en sortant de l'agglomération dense d'Île-de-France. Donc on est vraiment sur la première ouverture vers le plateau de l'Urpois, la Bosse, la campagne. Donc on est vraiment sur une zone de rupture. Et en même temps, c'est quelque chose qui se compose complètement. L'autre grand paramètre, c'est une stratégie d'accueil. On se rend compte qu'il n'y a rien au démarrage. Enfin, rien. Il y a eu une pratique militaire qui, en gros, était de faire en sorte qu'il y ait de moins possible de vivants qui s'installent pour ne pas gêner les activités militaires, les décollages, atterrissages, plus une pratique, il y avait quand même une ferme expérimentale de l'INRA qui avait testé, mais c'était de la grande culture. Et très rapidement, on se rend compte... Vous voulez dire que pour les militaires, il y avait, on va dire, un travail ou une stratégie, j'en sais rien, d'éliminer au maximum, par exemple, les oiseaux, les machins, ce type de vivant. C'est ça que vous voulez dire? On a fait intervenir une entreprise dont une personne avait travaillé pendant presque 15 ans toute l'année au pied des clôtures, passer des herbicides pour qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse sur les clôtures. Donc cette personne-là, elle me disait, c'est la première fois que je plante ici. Toute ma vie, j'ai fait en sorte que les plantes poussent pas au pied des clôtures. Donc en gros, il avait passé 20 ans à passer des herbicides, quoi. Non, ce que je voulais dire, c'est que très rapidement, on se rend compte aussi par rapport aux existants qu'il y a des grosses friches en place et que finalement, le travail du paysagiste, ça va pas être de planter, ça va plutôt être de laisser pousser et de travailler par soustraction ce qu'on décide de conserver et d'orienter. Donc on est vraiment dans de la conduite du vivant sur une trame structurelle très, très, très importante pour assumer des continuités écologiques, mais aussi pour composer le paysage en relation avec le bâti, en relation avec les intentions qu'on a de garder la piste la plus ouverte possible, d'accueillir des grands événements. Et donc on est vraiment sur un travail soustractif, on appelle ça de la conduite du vivant, et on fait un plan guide, un plan de gestion actuellement, où c'est vraiment ce qu'on instaure, et on dit c'est sans doute une des pratiques qui va s'imposer d'un point de vue de la pratique du paysage à terme. Un autre élément très important, c'est que finalement, l'entrepiste et les pistes, c'est un grand commun. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un espace où, à l'échelle de l'interco, enfin, et même du territoire plus large, ça reste un potentiel pour tous les lieux qui peuvent arriver. Donc, le travail qu'on fait tous ensemble sur la table, c'est vraiment de garder la capacité de pouvoir accueillir sur cet espace XXL central des choses auxquelles on n'a pas encore pensé. Et c'est ça, à mon avis, l'élément le principal. Et ça nous permet du coup de garder l'horizon, de garder le rapport au ciel, de garder plein d'éléments qui sont la texture même du paysage ici. Après, il y a juste une expression, pardon. Tu as dit composition. Je ne pense pas que nous, on ait fait une composition.
On a vraiment, en fait, notre plan, il émane vraiment de la structure de l'aéroport en tant que tel. Hein. On n'a pas été, parce que composition, ça faisait comme si on avait mis notre propre dessin ou notre propre composition sur quelque chose qui était déjà là, ce qui n'est pas le cas. En fait, nous, on essaie de travailler avec simplement ce qui se surimprime de lui-même. Pour moi, voilà, non, mais c'est terme. très bien d'en parler. Pardon. Parce que c'est un sujet qui est quand même important chez les concepteurs. Je pense que la composition, pour moi, c'est par exemple garder la zone autour des pistes, de garder une zone où on est sûr, ça s'appelle le tirant d'aile, qu'on va jamais planter, qu'on va jamais construire. Donc pour moi, ça crée des grandes lignes, des grandes structures du paysage qui sont quand même des actes volontaires. Oui, l'acte est volontaire, mais en fait, il est parallèle à la grande piste. Il est non, mais voilà, ouais. c'est sous-jacent, c'est pas composé, quoi. En fait, je pense que c'est une question de vocabulaire, mais en réalité, je pense que vous dites ah oui, non, Caroline dit la même chose. Non, mais il faut toujours préciser. J'avais composé un plan, donc je me permettais préciser les choses. Vous avez raison. Au sens précisé, voilà. Bien sûr. Arnaud Drécourt, j'ai l'impression que vous voulez ajouter quelque chose. Ouais, je suis vraiment désolé parce qu'en fait, c'est tellement pas. Non, mais c'est passionnant. Enfin, voilà. Je voulais juste dire que, en effet, quand on démarre avec la UC, j'ai le sentiment, à un moment donné, moi, perso, que on doit aller chercher encore plus cette question du vivant. On doit aller encore plus chercher cette question de la biodive, etc. J'étais très influencé personnellement par une expo qui avait lieu en 2000, j'étais géographe tropicaliste, qui s'appelait le Jardin planétaire, qui était un truc absolument merveilleux qu'avait monté Gilles Clément. Gilles Clément. Et j'étais devenu non seulement fan de cette expo, parce que moi j'habitais Porte de Pantin, donc de l'autre côté de la Villette. Ça avait changé ma vie. Hein. Ce lieu avait changé ma vie. Il était culturel, il était ouvert, il était festif, il était ce qu'on vous retrouviez pas dans le 19e arrondissement à l'époque. Hein. C'était quand même un truc un peu, voilà, c'était un peu plus compliqué. Quand je vois cette expo, je me dis je veux bosser avec Gilles ou ses héritiers. Et donc, on va voir, je crois que c'est la première fois que ça t'est arrivé, Nicolas. Genre, on va te voir, on te rencontre, on te dit, bah voilà, nous on a envie de bosser avec vous. Et donc, on ouvre la porte, on monte chez Dieu, et on s'assoit, et Nicolas me dit, ah ouais, pourquoi pas, ça serait intéressant. Je suis pas sûr que ça va matcher avec la UC, hein. Je sais pas si c'est les mêmes cultures, je sais pas, moi je connais pas grand chose, mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se jouer. Ce que je voulais dire par là, c'est que de fil en aiguille, on voit bien qu'on est les héritiers toujours de quelque chose, une petite graine semée quelque part, d'un petit endroit où le truc a germé dans votre tête. Et en fait, le sujet pour moi, et j'aime bien ce que tu disais sur les horizons, sur le ciel, etc. Mon rêve qui n'est pas encore réalité, mais c'est que ce sujet soit totalement approprié par des gamins qui viennent, qui prennent du vent, qui prennent du froid, qui prennent de l'horizon, qui prennent un truc en disant c'est libre. On a fait une visite de la base, une fois, la petite commune d'à côté, en bicyclette. Il y avait 10 mômes, il y avait 35 adultes. Donc les 35 adultes, voilà, les gamins partent, oh, c'est chiant. On arrive là, boum, c'est chiant. On monte. On monte un petit peu le taxi, ouais, c'est chiant, tu les entends, tu dis, bon, c'est pas possible d'arrêter de faire des gosses, quoi, tu vois, c'est pas possible. Et d'un seul coup, il y a un virage et il y a 2,5 km de piste. Et là, ça accélère. Et ça trace, et ça crie, et ça chante, ça rigole. Et là, en fait, c'est ça qu'on explique. C'est que notre boulot, notre job à nous, je pense que c'est un peu ça. C'est trouver dans ces interstices dans une ville qui est de plus en plus densifiée, le champ des possibles pas ouvert, chiante, ouais, tous ces sujets-là. Qu'on voit ce que c'est que 45 degrés ici, c'est pas mal. Hein. Ça fait très très chaud. Quand il fait froid, il fait très très froid. Quand il y a du vent atlantique, il fait très 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 beaucoup de vent. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaye de dire. Et en fait, on est un peu les héritiers de ça. Et c'est ça moi, j'aimerais juste le jour de mon départ, de notre départ, etc. Je le souhaite un jour vraiment, partir. C'est qu'on puisse, on puisse vraiment avoir conscience de ça. Si on a pu apporter ça, si on a pu avec les élus porter des projets qui ont changé un tout petit peu ça, on aura réussi le job.
Mais écoutez, on vous le souhaite, hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop mal parti. Enfin, c'est mon sentiment. Avant de changer d'échelle et donc d'entrer dans les bâtiments, j'ai une dernière question à la SPL, à Olivier Quittard en l'occurrence, donc qui est directeur du développement et de l'immobilier. Alors justement, cette mixité programmatique, ces ambitions en termes de biodiversité, ça réoriente de quelle manière les process en termes justement de développement et d'immobilier? Parce que là, vous aussi, vous avez dû probablement inventer et être plastique. Exactement. Vous parliez de transformation et je pense que la première transformation qui a eu lieu, en tout cas sur la partie du développement, c'est comment aujourd'hui on fait adhérer des industriels et des professionnels de l'immobilier investisseurs à un projet qui sort du cadre global de l'aménagement. On disait on fait pas de l'aménagement à la papa. Aujourd'hui on vend de la charge foncière, mais en fait on vend pas de la charge foncière. On vend des entreprises qui doivent s'insérer dans le projet, à la fois du point de vue urbain, paysage, gestion de l'eau, biodiversité, mais aussi adhérer à la philosophie du lieu. Et c'est vrai que aujourd'hui la base représente le plus grand potentiel de développement foncier du territoire. Et on passe notre temps à dire non. Parce que ou ça ne matche pas avec l'opérateur, ou l'opérateur n'est pas en lien direct avec l'idée globale de ce qu'on se fait. Et la première transformation, elle est vraiment là, et c'est d'essayer de faire coïncider, et des fois c'est quand même une gageure, ce projet global avec le monde économique et ses propres, turpitudes et obligations, et le contexte fait que de plus en plus la question budgétaire, elle se pose. Mais donc c'est vraiment dans ces éléments-là que les gros changements ont été opérés, et comment on conduit les choses à la verticalité. Donc à changer aussi le modèle de fonctionnement du monde industriel et du monde économique. On y arrive, et même avec Amazon, qui au début voulait tout mettre à plat, et puis dans les échanges, aujourd'hui ils ont verticalisé. Ça a été le premier bâtiment vertical porté par Amazon. C'est aussi cette conduite-là du changement, et qui doit s'insérer dans l'intégralité du projet. Et comme le rappelait Alain tout à l'heure, ça aurait été très facile de faire 10 parcs d'activité de 30 hectares, et on aurait tartiné comme on l'a fait sur les 35-40 dernières années, et on aurait vendu le sujet. Mais c'était vraiment pas l'objet, comme l'ont rappelé Arnaud, et puis derrière nos amis de la UC et de Coloco. C'est vraiment comment ce paysage fait aussi sens en termes de développement économique, et comment après, et ça c'est la deuxième partie, c'est comment on fait écosystème, et on en parlera sûrement tout à l'heure dans la partie modulaire, mais comment on fait en sorte qu'à un moment ou à un autre, les entreprises qui sont installées là, elles viennent acheter leurs légumes à la ferme, elles vont aller faire du char à voile, demain elles vont s'ouvrir, et comment elles vivent aussi le site, et pas juste, comme le disait Arnaud, on n'est pas juste qu'un lieu pour de l'activité, on devient un lieu de destination, et destination de son activité sociétale. Et c'est aussi ça qu'on essaye de faire. Vous aimez la complexité tous, donc c'est bien, en tout cas vous l'affrontez, où vous la cherchez, je ne sais pas encore. Antoine Trelat, Laurent Grabler, donc LFA, vous avez réalisé, on vient d'en parler, de l'évoquer, le projet modulaire, donc qui est un bâtiment vitrine des innovations de la filière drone. Il vous fallait répondre avec l'objet container, et de quelle manière vous êtes saisi de cette donnée qui, je crois, avait déjà été testée au sein de l'agence au travers d'autres projets dans d'autres régions. Laurent Grabler. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il y a un point d'introduction que nous on aimerait faire un peu, et qui concerne un petit peu ce qui s'est dit jusqu'à présent, c'est cette question de l'acte de la transformation, comme on le voit ici, qui a beaucoup été nourri par ici même, et c'est l'exemple, je pense, le plus intense qu'on ait eu à l'agence, de énormément de conversations. Beaucoup d'échanges à la fois avec, à l'époque, sur l'amorce du projet modulaire, sur la question de la fiche de l'eau, sur cette question d'ingrédients de base, de registres à développer, qui était assez largement et assez précisément évoqué dans la fiche de l'eau qu'avait construite la UC, et sur lequel nous on avait évidemment une forme d'appétence et un petit peu d'expérience sur cette question de cargotecture et de construire avec l'objet container. Donc à l'initial, ça a formé d'ailleurs quelques points de discussion, de conversation nourrie sur la question des opportunités, de l'opportunité technique d'utiliser l'objet container comme un registre architectonique, comme on aime dire en tant que tel. Et du coup, on a
voilà, comme ça, on a, je dirais, adapté cette question d'utilisation liée à l'expérience que nous, on en avait, de toujours mettre plutôt le container maritime, parce que ça renvoie évidemment à un imaginaire qui est assez intéressant et qui rebondissait bien avec ce besoin de fiction qu'il y avait à poser sur les premiers aménagements, je dirais, de la base. Et donc, du coup, nous, on est tout de suite parti sur l'idée de construire une enveloppe qui abriterait le conteneur maritime et qui, du coup, lui permet à la fois de révéler toutes ses qualités en termes de design et de registre en tant que tel, tout en pouvant proposer un système aussi qui soit efficace sur la question de la gestion climatique en tant que telle de l'espace qu'on avait à construire, quoi. Et donc là-dessus, on a pas mal échangé avec Hugo et à l'époque aussi avec Gaëtan sur l'idée de construire ce premier dispositif. On continue avec les références atlantiques, le container, le ciel. Et du coup, c'est vrai qu'on a Antoine Trelat. On a parlé de choses non finies et de déjà là. Du coup, pour un architecte, c'est quand même compliqué de s'inscrire dans un grand ciel. L'architecte, il a besoin d'éléments pour se raccrocher à quelque chose ou pour construire pour l'aider à dessiner. Et du coup, la question du déjà là nous a inspiré à travers l'architecture aéroportuaire, avec la question du hangar. Et on a eu une ambition un peu utopique de construire un objet non fini, c'est-à-dire un hangar non fini, qui s'inscrivait un peu dans les discussions qu'on a pu avoir avant. Et donc de construire quelque chose qui puisse s'agrandir, qui puisse se rétrécir, et que l'objet container à l'intérieur vient construire lui-même, cet objet vient construire un espace qui lui-même peut changer, peut s'adapter, peut s'agrandir, peut se rétrécir et peut s'adapter à un site qui évolue, et que nous sommes non finis et que nous nous inscrivons que pour un temps donné dans ce grand site qui va évoluer. Peut-être s'envolera-t-il. C'est peut-être ça, in fine. Le projet peut-être... Nicolas Bonenfant, Caroline Paulin, Hugo Bertrand, peut-être réagir à cette question du container dans cet immense espace ou cet immense ciel que sont ces 300 hectares. Nicolas Bonenfant. On parlait d'imaginaire, de grand ciel et d'éléments. Il y a quand même un élément primordial ici. On l'a évoqué, mais on ne l'a pas expliqué. C'est aussi la présence du siège inshore de la Fédération française de char à voile qui est ici. Donc il y a aussi en permanence, en tout cas quelques jours par semaine, cette présence complètement mouvante qui met en relation le ciel, le vent et la piste de chars à voile, d'ailleurs qui sont fluo et qui se baladent dans cet ensemble. Donc on a, même si on n'est plus sur des avions qui décollent, on est sur ces éléments-là. On a les drones qui sont quand même pas mal en activité et qui aussi, je trouve, sont complètement dans la lignée de ce qu'il y a pu avoir, et on imagine parfaitement. Du coup, on arrive à préserver l'usage et une partie de la fonctionnalité de la piste, même si elle s'est redéfinie par ces éléments. À tel point, par exemple, que quand on plantait les arbres, j'ai la Fédération de char à voile qui est venue me voir affolé en me disant « Attendez, vous plantez les arbres, à quelle distance vous les mettez de la piste ?» Et j'aurais dit « Vous inquiétez pas, on a prévu de préserver les tirandelles pour des raisons paysagères, pour des raisons de vue. Donc, il n'y aura pas d'effet de dévente. » Et donc, on a regardé s'il n'y avait pas d'effet de dévente. Donc, on a regardé ces paramètres. Et entre autres, cet effet de dévente, c'est pour que les kites, ils n'aillent pas se prendre dans les arbres. Donc, c'est des éléments, en fait, qui malgré tout continuent à travailler complètement la filiation, je trouve, avec ce lieu. Alors on parlait de climat océanique. En fait, pour la réalité, c'est que c'est un climat océanique à tendance continentale. C'est-à-dire en hiver, il s'exprime comme quelque chose de continental, ce qui fait qu'il peut y faire très froid. Ça peut descendre à -20. Et en été, et sur le reste du temps, on est avec des printemps plutôt humides, théoriquement, avec du vent et tout ça. Donc on arrive à voir ces expressions, on voit bien qu'on est dans un espèce d'un point de vue Cléa au cœur de la France. C'est-à-dire on voit qu'il y a on sent l'Est en hiver, il fait froid, ils appellent ça la petite Sibérie. Quand la bise du Nord est là, il fait vraiment froid et c'est les plus gros problèmes de reprise sur les plantes. Par contre, dès que le vent d'Ouest arrive avec ses précipitations,
on est sur les côtes du Nord, avec d'ailleurs voilà, tous les éléments qui nous les rappellent. De ce point de vue-là, nous, on a observé qu'actuellement, on a une aridification de ce territoire et on commence à sentir beaucoup de prémices méditerranéennes sur ce territoire. Donc on est vraiment finalement sur quelque chose qui rappelle toute la France. Hein. Et le conteneur, je trouve, fonctionne bien dans ce cadre-là, quoi. Je vous remercie. Antoine Trollard, vous avez l'air de vouloir réagir. Le container, je pense qu'il est réversible. Il a cette image de réversibilité aussi. Et c'est un objet qu'on peut facilement imaginer déplacer. Et il fait aussi un peu écho, parce qu'on parle beaucoup de ce magnifique site, avec son grand ciel et ce grand paysage. Mais c'est aussi un site qui est entouré ou bordé par une ville chiante, comme on le disait. Une ville de l'entrepôt, c'est un site qui est bordé par une autoroute avec un maximum de camions, une autoroute qui est régulièrement bouchée avec les camions et les containers qui sont dessus. C'est une zone logistique où on a des bases logistiques énormes qui entourent tout ce secteur. Et des pavillons qui sont venus étendre des petits villages. Et donc, du coup, il y a une espèce de structure comme ça, un petit peu tout le temps en mouvement, et une structure qui s'est pas qui s'est pas construite autour de l'église du village, quoi. C'est une structure un peu anarchique, que le container, il accompagne cette espèce d'anarchie, il me semble. Ça a été un pardon. Arnaud Tricourt, oui. Excuse-moi Olivier, ça a été d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on a souhaité bosser avec. C'est assez intéressant ce que tu dis dans le sens où il y a toujours une forme de regard posé inquisiteur sur la nature des lieux. On a souhaité bosser avec l'AUC parce que pour la première fois, on travaillait pas au même endroit, Alain d'ailleurs, tous les deux. Moi j'étais au département de l'Essonne, lui était déjà à l'agglo du Val d'Orge. Et on a été marqué par les travaux de l'AUC. Pour une raison très simple, c'est que pour la première fois, ces zones commerciales, d'extension, ce qu'on appelle les franges périurbaines dans les documents qui vont bien, pour la première fois, on ne mettait pas un vocable qui était un vocable trop stigmatisant sur ce sujet-là. La première fois qu'on a un urbaniste qui regarde le sujet dans le cadre de la consultation du Grand Paris, des 10 équipes retenues, qui regarde ce territoire-là comme un territoire à buter, un territoire qui peut se mouvoir, qui peut être une fabrique d'une nouvelle ville, et qui pointe le toit. Et pour la première fois, vous avez des élus. De mon côté, c'était Thierry Mandon, puisque je racontais l'histoire avec Jamel. C'était Thierry qui était VP au département, vice-président au département, et on lui dit ces travaux-là sont magiques parce qu'ils ne vulgarisent pas totalement nos territoires, ils ne les stigmatisent pas, ils n'en font pas des territoires pour des habitants low cost. Voilà, c'était ça. Et de l'autre côté, Alain, de ton côté, tu percevais exactement la même chose. Le coup de génie qu'ils font sur la zone de la Croix-Blanche, parce qu'ils voient la zone de la Croix-Blanche qui est juste au nord, c'est 10 000 emplois. La zone de la Croix-Blanche, c'est un territoire gigantesque, c'est le 2e parc d'activité de l'Île-de-France, le 3e de France, de commercial. Hein. C'est pointé, il y a un truc qui peut se passer là, que vous n'avez pas vu. Et ça, ils ont cette intuition-là, eux. Ils le voient. Et d'une certaine manière, quand on souhaite bosser avec eux, on se fixe intuitivement cette trajectoire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est vraiment ça, moi, qui me marque en rebondissant sur tes propos. Caroline Poulain. Effectivement, je voulais rebondir à ce qui a été dit. Et bon, alors, tu l'as tellement dit parfaitement les choses. C'est vrai que nous, ce qui nous a intéressé quand on travaillait sur le Grand Paris, c'est que ici, on est vraiment aux franges, c'est-à-dire que même le schéma directeur, il y a une limite qui passe sur le territoire de la base, où d'un côté, on a le droit de construire, on est en zone urbaine, entre guillemets, et de l'autre côté, on est en zone agricole. Là où il y a la ferme de l'Envol dont on a parlé, on est sur la partie agricole. Et en fait, nous, c'est sûr que
ça nous intéressait de travailler, comme on nous posait la question du Grand Paris, sur ce qui était, entre guillemets, le bout de ce qui pouvait être une partie d'une limite potentielle d'un Grand Paris. Et c'est vrai qu'on est tombé sur Croix-Blanche et on s'est dit, ce territoire, il est dingue. Parce que il marche comme s'il y avait une espèce de dynamisme, comme s'il marchait déjà assez bien tout seul. Et je pense que c'est ça aussi qu'on capte, au-delà de la force du site dont on a tous parlé, c'est que aussi il y a un dynamisme qu'il n'y a pas ailleurs dans cette espèce de bouillonnement qui articule l'économie, du mouvement. Donc c'est l'autoroute avec, oui, tous ces camions, mais en même temps, c'est sa force. Et en même temps, oui, il y a le petit pavillon. Certains vont le dire chiant, d'autres vont dire que c'est le rêve de tous les Français. Donc, bon, ça dépend de quel point de vue on se place. Et c'est tout ça en même temps. Et puis, en même temps, ces magnifiques serres, parce que si on parle des franges de la base, il y a aussi ces magnifiques serres incroyables, qui là sont entre guillemets dans la zone urbaine, et on verra un jour quelle transformation elles auront. Donc voilà, il y a tous ces ingrédients et toutes ces différentes choses qui se rencontrent. Et c'est là où ça rejoint ce qu'a dit aussi Olivier sur justement la force de ce territoire qui peut accueillir du coup des fonctions très diverses à côté et là où on les attend pas. C'est ça qui est génial ici, quoi. C'est que vraiment, il y a des proximités de fonctions et c'est pas tant de la complexité, en fait, c'est des additions surprenantes qui, du coup, refabriquent quelque chose de peut-être d'inattendu parfois. Voilà. Après, l'équilibre, il est glissant, donc il faut tout le temps être super vigilant quand même. Et j'espère qu'on va continuer à tenir la corde, quoi. Quand même pour... Oui, quand je vous écoute, ça résonne avec des choses qui ont été dites autour de la table à plusieurs reprises, notamment dans une espèce de capacité d'accueil, au sens d'accueil, de process, en termes de biodive, de surprise. Et donc, je voudrais terminer avec une question qui concerne le projet dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais qui concerne tout en réalité. Donc, la Béarn, ce second projet sur lequel, LFA, vous avez travaillé, qui est super d'ailleurs. Et là, c'est différent. C'est un bâtiment existant qu'il a fallu restaurer, transformer, etc., avec des ambitions très fortes d'essayer d'atteindre même un niveau très très fort en termes de passivité. Et moi, au-delà de rentrer sur qu'est-ce que vous avez utilisé, comment vous avez fait, etc., moi, la question que je me pose toujours, c'est cette question de l'acceptabilité. C'est-à-dire, quel est le volet nécessaire qui doit accompagner ce type d'objectifs, que ça soit à l'échelle du territoire, cette question de l'acceptabilité, à l'échelle du bâtiment, pour les usagers, pour qu'ils comprennent en fait que pour que ça marche, il faut qu'ils participent, ils deviennent acteurs, ils vont continuer à être acteurs et pas simplement consommateurs du bâtiment. Mais j'allais dire, cette question de l'acceptabilité, elle intéresse la totalité du site. Parce que peut-être aussi, dans le processus engagé, il y a cette question que les visiteurs sont peut-être des acteurs aussi. Et que donc, ce volet-là, il est là. Enfin, il doit tout le temps être là. Cette question de la pédagogie, on pourrait l'appeler autrement. Voilà. Donc, j'aimerais que peut-être Laurent Grabert, oui. Voilà, puis d'autres évidemment. Oui, je pense que vous résumez bien un petit peu ce souhait, cette volonté, et à la fois ce contexte dans lequel nous on est venu s'inscrire, à savoir encore une fois, donc pour arriver à ce niveau d'acceptabilité que vous évoquez, ça passe évidemment par une grande et multiple séquence de dialogue entre nous sur déterminer le curseur de capacité à manipuler son milieu, à le faire évoluer, et du coup à pouvoir, ça rejoint aussi ces thématiques d'adaptation, sur la base on est évidemment dans des questions d'échelle qui nous dépassent et qui mènent du coup à beaucoup d'introspection et surtout beaucoup de modestie. Je pense que ça, autour de la table, tout le monde l'a un petit peu évoqué, et donc ça amène à une forme d'humilité naturelle.
au-delà de cette humilité-là, il y a aussi cette valeur, je dirais, d'exemplarité au travers de cette ambition de faire de ces objets-là et du grand dispositif un élément un peu démonstrateur. Donc avec cette idée de faire faire mieux avec moins, de prendre conscience des potentialités du territoire, du déjà là, aussi bien sur la question des espaces hérités que des dispositifs justement nouveaux à mettre en mouvement au travers, donc du coup par exemple du bâtiment modulaire. Et ici dans ce bâtiment Béarn, on a justement été animé parce que c'était aussi assez particulier, parce que c'est un bâtiment qui est utilisé par les gens qui façonnent ce territoire-là, à savoir toute l'équipe de la SPL. Et donc il y avait encore là un défi encore plus haut pour, je dirais, amener cette valeur de process, enfin d'un bâtiment qui abrite finalement des nouvelles pratiques. Et ça s'est aussi passé à la petite échelle, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui aussi dans un bâtiment où il y a à la fois cette idée d'être dans un lieu domestique, mais aussi pragmatique, frugal, mais qui aussi remet l'usager au milieu de ce dispositif-là. On l'a rappelé tout à l'heure, vous l'avez évoqué juste en introduction sur ce bâtiment-là, l'importance qu'a l'usager et qu'on doit reprendre un petit peu possession de son territoire. C'est la démarche Négawatt qui nous intéresse, donc dans ce bâtiment-là. Au même titre que sur le bâtiment modulaire, cette idée de faire de ce bâtiment public un élément qui soit très lisible aussi sur ce continuum entre conception, expérimentation et démonstration aussi sur la filière drone. C'est à chaque fois on a des thématiques qui se croisent et qui se rejoignent au travers de ces deux échelles de projet, et aussi qui embrassent des temporalités qui sont toutes deux aussi différentes. Je vous remercie. Antoine Trolla, peut-être un mot supplémentaire ou pas, d'ailleurs c'est pas obligatoire, mais peut-être quelqu'un d'autre sur cette question, on va dire des déplacements. Enfin, j'ai le sentiment à vous écouter tous que tout le monde se déplace un peu en fait, quelle que soit la case dans laquelle il est rangé administrativement, j'ai l'impression que tout le monde accepte ce déplacement et que ça participe de cette question-là, d'abord de répondre aux enjeux que nous traversons tous aujourd'hui du régime de crise dans lequel on est tous rentrés, crises diverses et variées, mais en tout cas pour un paquet d'années devant nous, mais en même temps et en capacité de réinterroger sa place au cœur du projet et de déplacer. Caroline Poulain. Ouais, moi, ce projet ici m'enchante. Vraiment, franchement, vous l'avez, mais vraiment parfaitement. Vous avez parfaitement réussi la transformation de ce bâtiment. Et alors, il m'enchante d'autant plus qu'à un moment, on a eu des discussions sur tous ces bâtiments. J'évoquais tout à l'heure tous ces bâtiments à plus petites échelles, qui sont tous ces petits bâtiments liés à l'activité aéroportuaire. Et à un moment, au début, je sais pas, peut-être c'était en 2012, 13 ou 14, je sais pas, mais on était là et il était question qu'ils soient démolis parce que ces bâtiments et là on s'est dit, mais qu'en même temps pourquoi les démolir? Est-ce qu'ils vous coûtent vraiment cher en entretien et en fait finalement tu nous as dit non, et on s'est dit mais alors pourquoi les démolir? Et après on était tous convaincus qu'il n'y avait aucun enjeu à démolir ces bâtiments. En tout cas c'était pas parce que c'est là où trop souvent il y a une espèce de trop de pratiques, qui évoluent aujourd'hui, mais où, en fait, quand on ne sait pas quoi faire, on commence plutôt par démolir. Alors, pas nous dans nos attitudes, mais c'est vrai que c'est souvent, malheureusement, trop les habitudes, des réflexes d'un démarrage de projet. Donc là, ça, c'était aussi très fort dans le départ de se dire, finalement, effectivement, on va voir. Et c'est vrai qu'au moment où on parlait de ça, franchement, là, maintenant d'être ici, ça dépasse, mais largement, l'espèce de moment où on se disait, non, ouais, ok, on les garde quand même, on verra bien. Donc, c'est formidable. Et vous l'avez magnifiquement réussi. Vraiment, là, on est vraiment très bien.
Et on a des vues sur justement le ciel. Enfin, c'est magique. C'est magique. Merci. Antoine Trolla. Je me rappelle la première fois qu'on a visité ce bâtiment, nous on a été émerveillés par l'esthétique de cette ruine. Et que effectivement on a beaucoup tendance à faire tabula rasa, et nous c'est quelque chose qui nous inspire, l'existant ou le déjà là, pour faire le projet. Et je pense qu'il y a une certaine forme de pédagogie là aussi, à apprendre à la beauté de la ruine. On en parlait tout à l'heure sur la question du paysage. Il y a des différences culturelles comme ça. Nous, on travaille sur une friche en ce moment où pour nous, l'esthétique du paysage de la Ronce était pertinente, et le paysagiste devait entretenir sa friche, et pour lui, il fallait qu'il enlève cette plante qui était invasive et qui n'avait pas d'intérêt. Et du coup, qu'est-ce qui a de l'intérêt ou qu'est-ce qui n'a pas d'intérêt ? Effectivement, c'est intéressant à construire cette culture de l'existant et de la transformation. Nicolas Bonenfant. Un des points importants qui illustre parfaitement la démarche sur la réhabilitation de Béarn et de ce qu'on appelle, nous, la rue Village, c'est qu'en fait, Béarn, c'est un bâtiment qui a été abandonné dans une friche, qui s'est armé, et dont l'ensemble, maintenant sur presque 200 mètres, est une forêt naissante de 2-3 mètres de haut qui a poussé tout seul. Et donc le seul jardinage qu'on a eu à faire pour accueillir Béarn et faire le jardin autour, ça a été de soustraire certains éléments et de mettre en valeur des choses qui sont plantées spontanément. Donc on est encore une fois complètement dans la continuité du travail qui a été fait de réhabilitation du bâtiment en interne, et à l'extérieur ça s'exprime de la même façon, sauf qu'en plus le vivant a capacité à se générer tout seul, et donc il y a eu juste un travail de laisser faire et après de venir soustraire, mettre en valeur, sculpter. Et d'ailleurs ça se fait, on parlait de pédagogie, ça se fait avec actuellement des habitants et des étudiants qui viennent sculpter une des friches qu'on appelle c'est une friche laboratoire qu'on teste maintenant depuis 4-5 ans, quoi. Donc voilà, on est déjà dans ce processus d'apprentissage du territoire par les habitants. Merci. Je voulais juste compléter sur le fait de garder les bâtiments. Au-delà de l'esprit, ça a été aussi une démonstration de ce qu'est la base, c'est-à-dire un territoire capable. Et le fait de les garder, ça nous a permis très rapidement de commencer à engager des réflexions, d'abord sur les drones. Alors ensuite, il y a eu d'autres bâtiments, mais on a réhabilité des bâtiments. Les entreprises sont pas venues, mais le cinéma est arrivé 3 mois après, et du coup les bâtiments étaient réhabilités. On a pu accueillir le cinéma, et puis la fête de l'humain, on a eu besoin. Et c'est aussi cette dynamique-là qui est intéressante, c'est de se dire, on les garde, peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais in fine, la dynamique de projet, elle s'adosse aussi parce qu'à un moment ou à un autre, on a su garder des espaces, alors on parle de la piste, des bâtiments, pour avoir une réponse immédiate. En tout cas, la temporalité des choses, le fait que le territoire soit propriétaire, c'est quelque chose qui fait gagner beaucoup de temps. Et donc du coup, le temps qu'on gagne, c'est aussi du temps qu'on prend à mieux poser les projets et à mieux poser les sujets, parce qu'on court pas sur des logiques de maîtrise foncière dans lesquelles il faut exproprier, il faut porter le foncier, ça coûte de l'argent, et donc du coup ça nous permet d'avoir une grande liberté entre guillemets intellectuelle les uns les autres en fonction de nos domaines, de nos compétences, pour faire sens. Mais du coup, voilà, et c'est aussi ça, cette logique du bâtiment, au-delà de la manière dont on les réhabilite, de manière très sommaire, comme ça peut se passer sur Chalard, et peut-être beaucoup plus poussée et aboutie, comme on l'a fait sur Béarn avec LFA. Merci. Arnaud Tricot, peut-être ? Non, mais juste, pour nous, ces bâtiments, c'est le secret de la réussite, en fait. Un peu l'héritage infrastructurel bâtimentaire, pour une raison simple, c'est qu'on s'est battu de haute lutte. Alors pour le coup avec l'agglo à l'époque, parce que c'était autre temps, autre mœurs, pour récupérer la maîtrise d'ouvrage déléguée de la réhabilitation des bâtiments. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on l'a eu récupéré, on a pu rendre un peu plus désirable la base en disant vous pouvez être accueilli dans tel ou tel type d'espace. Ça ouvrait le champ des possibles d'un dialogue avec des opérateurs, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, ça nous a obligés à prendre soin des bâtiments qu'on avait et surtout à pousser le niveau d'ambition architecturale et urbain. C'est-à-dire que on décidait pas, on ne voulait pas le laisser à personne d'autre qu'à nous-mêmes, le soin de désigner quel type d'architecture on pouvait proposer aux élus en conseil d'administration, etc. Et du coup, c'est vrai que
c'est le début d'une aventure vachement intéressante qui fait qu'on peut placer aussi la question architecturale au cœur d'un territoire qui, pour le coup, était un territoire qui n'était pas couvert par des grands gestes architecturaux partout, etc. Et on commence à avoir un bâtiment modulaire qui émerge et qui dit « je suis là ». Ce bâtiment-là, aujourd'hui, dit « je suis là ». D'autres disent « je suis là », il y a un radome qui a été peint par un artiste qui est, pour moi, architecturé, qui est une œuvre d'art, qui est là. Et donc, au fur et à mesure, on commence par ponctuer cet espace d'objets précieux, d'objets quali, quels qu'ils soient. Et par exemple, j'ai une grosse discussion avec Nicolas sur le jardin qui est juste derrière, parce qu'on oublie souvent les jardins. Ce jardin, pour moi, je le vois à la Biennale d'architecture et du paysage de 2022, c'est ça, dans lequel ils font une grosse expérimentation, un truc mais vraiment vénère. Un truc magnifique. On a tous envie de s'y plonger, d'être dedans, etc. Et je lui dis, Nicolas, ce bâtiment au milieu va être superbe. Il faut un environnement. Construis-moi quelque chose qui soit à la hauteur du bâtiment, qui porte aussi cette ambition que tu peux avoir. Et c'est la raison. Alors il s'est pas planté des graines, donc pour l'instant on n'a pas encore de trucs qui poussent, mais ça va être un écrin absolument magnifique. Voilà. Après on est en décembre, hein. C'est le moment où la nature mais il a déjà eu un énorme repose, effet. Non, c'est pas vrai. Bon, en tout cas, je vous remercie. On va s'arrêter là parce que c'est infini, pas autant que le ciel, malgré tout. Et je vous souhaite de poursuivre le mieux possible cette aventure que vous portez depuis déjà plus de 10 ans et qui est en effet extrêmement enthousiasmante. Merci. Merci. Habiter ici et le monde. On y parle d'architecture, d'espace urbain et du paysage. De celles et ceux qui y habitent, de celles et ceux qui y travaillent. Des interrelations qui s'y nouent. D'un horizon soutenable pour habiter ici et le monde. Une émission de Valérie Didier.